Vous aimeriez commencer à investir, mais vous ne savez pas quoi faire en premier, ni quelle option choisir? Dans cette vidéo, nous allons construire un parcours simple pour débuter. Nous verrons pourquoi l'inflation compte, quelles précautions prendre avant de placer le moindre euro, comment définir votre durée d'investissement et votre niveau de risque, puis nous comparerons 4 grandes solutions. L'épargne disponible, les obligations, les fonds diversifiés et les actions individuelles. À la fin, vous saurez à quoi sert chaque solution, ce qu'elle peut vous apporter et surtout quelles questions vous poser avant de prendre une décision. Commençons par une idée essentielle. L'argent qui reste immobile ne conserve pas toujours le même pouvoir d'achat. Imaginez que vous placiez 1 000 € dans une enveloppe pendant 10 ans. Le nombre inscrit sur les billets ne change pas. Vous avez toujours 1 000 €. Mais si les prix augmentent en moyenne de 2,5% par an, il faudrait environ 1 280 € 10 ans plus tard pour acheter la même chose. Autrement dit, vos 1 000 € du futur n'auraient plus que le pouvoir d'achat d'environ 780 € d'aujourd'hui. C'est l'effet de l'inflation. Les prix n'augmentent pas au même rythme dans tous les pays, ni pendant toutes les périodes. Votre propre inflation dépend aussi de ce que vous achetez. Une personne qui dépense beaucoup en logement ou en énergie ne ressentira pas forcément la même hausse qu'une autre. Cela ne veut pas dire que l'épargne est inutile. Au contraire, l'argent destiné aux imprévus ou aux projets proches doit rester disponible et relativement stable. Un compte rémunéré peut aussi compenser une partie de l'inflation. Il faut simplement distinguer l'argent que l'on garde pour sa sécurité de celui que l'on peut immobiliser pour essayer de le faire progresser. Si vous dépensez durablement plus que vous ne gagnez, vous vous endettez. Si toute votre épargne reste sur un compte presque non rémunéré, son pouvoir d'achat peut diminuer. Et si vous investissez, votre argent peut croître davantage, mais vous acceptez aussi la possibilité de perdre une partie de sa valeur. Il n'existe donc pas de solution magique. Il existe seulement des outils différents pour des besoins différents. Cette vidéo est proposée à des fins éducatives. Elle ne constitue pas un conseil financier personnel. Les règles, les impôts, les garanties bancaires et les produits disponibles changent selon les pays. Avant d'agir, vérifiez toujours les conditions applicables chez vous. Avant de parler de placement, 4 éléments doivent être examinés. Le premier est votre budget et vos dettes coûteuses. Supposons que vous ayez une dette de carte de crédit avec un taux annuel de 18%. Dans le même temps, vous espérez obtenir un rendement de 8% avec un investissement. Le rendement espéré est incertain, alors que les intérêts de la dette sont bien réels. Dans cette situation, investir tout en laissant la dette s'accumuler revient à avancer avec un poids attaché à la cheville. En remboursant 1 000 € de dette à 18%, vous évitez approximativement 180 € d'intérêt sur une année. Ce n'est pas un bénéfice versé sur votre compte, c'est une dépense certaine que vous supprimez. La priorité concerne surtout les dettes dont le taux est élevé. Un prêt immobilier à faible taux, un prêt étudiant ou un crédit bénéficiant de règles particulières ne se traitent pas forcément de la même manière. Il faut regarder le taux, la fiscalité, les pénalités éventuelles et votre situation personnelle. Le deuxième élément est la réserve d'urgence. Une voiture tombe en panne, un contrat de travail se termine, un appareil indispensable doit être remplacé. Ces événements ne préviennent pas. Sans argent disponible, vous risquez de reprendre une dette coûteuse ou de vendre un investissement au pire moment. Une réserve d'urgence sert précisément à éviter cela. Il n'existe pas de montant universel. Certaines personnes visent quelques mois de dépenses essentielles. D'autres ont besoin d'une réserve plus importante parce que leur revenu est irrégulier, qu'elles ont des enfants ou qu'elles disposent de moins de protection. Cet argent doit être facile d'accès. Il peut être conservé sur un compte d'épargne sûr et, lorsque cela existe, couvert par le système de garantie des dépôts du pays. Sa mission principale n'est pas de produire le rendement le plus élevé. Sa mission est d'être présent le jour où vous en avez besoin. Le troisième élément est votre capacité à investir régulièrement. L'investissement n'est pas une machine capable de transformer 50 € en 5 000 € en quelques semaines. Les résultats se construisent généralement avec du temps, des versements répétés et beaucoup de patience. Vous n'avez pas besoin d'un salaire spectaculaire. En revanche, il est important d'avoir un excédent réel après le logement, la nourriture, les factures, les remboursements et les autres dépenses importantes.
La somme investie doit correspondre à vos possibilités. Elle peut être différente d'un mois à l'autre. L'essentiel est de ne pas utiliser l'argent dont vous aurez bientôt besoin. Le quatrième élément est la compréhension des bases. Avant d'acheter un produit, vous devez savoir ce qu'il contient, comment vous pouvez récupérer votre argent, quels frais sont prélevés, quels risques vous acceptez et qui contrôle l'intermédiaire utilisé. Un rendement élevé présenté comme certain est un signal d'alerte. Un produit que vous ne comprenez pas mérite une pause, pas une décision précipitée. Lorsque ces 4 éléments sont en place, 2 questions permettent d'organiser la suite. Première question. Pendant combien de temps pouvez-vous laisser cet argent tranquille? Si vous prévoyez d'acheter un logement dans 2 ans, de payer des études ou de financer un projet proche, une forte baisse du marché pourrait arriver exactement au mauvais moment. L'argent d'un objectif proche a généralement besoin de stabilité et de disponibilité. Si l'objectif se situe dans 20 ou 30 ans, vous avez davantage de temps pour traverser les périodes difficiles. Cette durée s'appelle l'horizon d'investissement. Deuxième question. Quelle baisse pouvez-vous réellement supporter? Il est facile de se croire très courageux lorsque les marchés montent. La vraie réponse apparaît lorsque votre portefeuille perd 10, 15 ou 20%. Imaginez que vous investissiez 10 000 € et que la valeur affichée tombe temporairement à 8 000 €. Est-ce que vous conserveriez votre plan? Est-ce que vous dormiriez normalement? Ou est-ce que vous vendriez tout par peur de perdre davantage? Votre capacité financière à prendre un risque et votre tolérance émotionnelle ne sont pas toujours identiques. Vous pouvez avoir un objectif lointain, mais très mal vivre les fluctuations. Un plan théoriquement parfait devient inutile si vous l'abandonnez dès la première baisse. Nous pouvons maintenant examiner les grandes solutions en allant de la plus stable vers la plus incertaine. Commençons par le compte d'épargne rémunéré ou le dépôt bancaire. Ce n'est pas toujours considéré comme un véritable investissement. C'est surtout un endroit destiné à la réserve d'urgence et aux projets proches. L'argent reste généralement accessible, sa valeur ne fluctue pas comme celle d'une action, et il peut être protégé jusqu'à une certaine limite par un mécanisme national de garantie. Cette limite et les conditions de protection varient selon le pays. Le taux proposé n'est pas permanent. Il peut monter ou baisser avec les décisions des banques centrales et la concurrence entre les établissements. Un compte affichant 3% alors que les prix progressent de 4% produit encore un rendement réel légèrement négatif. Votre solde augmente, mais moins vite que le coût de la vie. À l'inverse, un taux supérieur à l'inflation peut préserver ou améliorer légèrement votre pouvoir d'achat. Il faut également regarder les frais, les conditions de retrait et la fiscalité. Un dépôt à terme peut offrir un taux différent, mais l'argent reste souvent bloqué pendant une période déterminée. Sortir avant la date prévue peut entraîner une pénalité. La sécurité apparente ne supprime donc pas la nécessité de lire les conditions. Passons aux obligations. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à un État, à une collectivité ou à une entreprise. En échange, l'émetteur s'engage généralement à verser des intérêts et à rembourser une somme prévue à une date déterminée. Prenons un exemple simple. Vous achetez une obligation de 1 000 € pour 5 ans avec un taux de 3%. Si tout se déroule comme prévu, vous recevez 30 € d'intérêt par an, puis vous récupérez les 1 000 € à l'échéance. Mais le mot « obligation » ne signifie pas absence de risque. Le premier risque est le risque de crédit. L'émetteur peut rencontrer des difficultés et ne pas verser les intérêts ou ne pas rembourser la totalité du capital. Les évaluations de crédit tentent d'estimer ce danger. En général, un émetteur considéré comme solide peut emprunter à un taux plus faible. Un émetteur jugé fragile doit souvent proposer un taux plus élevé pour attirer les investisseurs. Le deuxième risque vient des taux d'intérêt. Imaginez que votre obligation verse 3%, puis que de nouvelles obligations comparables apparaissent avec un taux de 5%. Les investisseurs préféreront naturellement les nouvelles. Si vous voulez vendre votre ancienne obligation avant son échéance, vous devrez peut-être accepter un prix inférieur. Si les nouveaux taux baissent, l'effet peut s'inverser. Votre obligation à 3% devient plus intéressante et son prix peut augmenter.
Le troisième risque est l'inflation. Des intérêts fixes peuvent perdre une partie de leur valeur réelle si les prix progressent rapidement. Il faut aussi distinguer une obligation individuelle d'un fonds obligataire. Avec une obligation individuelle conservée jusqu'à son échéance, le remboursement prévu dépend de la capacité de l'émetteur à payer. Un fonds obligataire possède de nombreux titres qui entrent et sortent du portefeuille. Sa valeur peut donc monter ou baisser sans qu'une date unique garantisse le retour à votre prix d'achat. Les obligations peuvent apporter un revenu plus prévisible et réduire certaines fluctuations d'un portefeuille. Mais elles ne sont ni totalement sûres, ni toujours faciles à vendre sans perte. Nous arrivons maintenant aux fonds diversifiés. Au lieu de choisir une seule entreprise, un fonds rassemble de nombreux titres dans un même produit. Certains fonds détiennent des dizaines d'entreprises. D'autres en détiennent des centaines, ou même plusieurs milliers. Un fonds indiciel suit des règles définies par un indice. Il ne cherche pas nécessairement à deviner quelle entreprise sera la prochaine gagnante. Il reproduit plutôt une sélection de marchés. Par exemple, un indice regroupant 500 grandes entreprises américaines donne accès à plusieurs secteurs, comme la technologie, la santé, l'industrie, la consommation et la finance. Cela offre une diversification beaucoup plus importante que l'achat d'une seule action. Mais cela reste une exposition au marché américain et non à toute l'économie mondiale. L'indice Nasdaq 100 est souvent associé à la technologie. En réalité, il regroupe 100 grandes entreprises non financières cotées sur le marché Nasdaq. La technologie y occupe une place importante, mais d'autres secteurs sont également présents. Il existe aussi des indices mondiaux qui répartissent l'investissement entre de nombreuses entreprises et plusieurs pays. D'autres indices se concentrent sur une région, un secteur, des petites entreprises ou des obligations. Le mot indiciel décrit la méthode de sélection. Le mot coté décrit la manière dont le fonds s'achète. Un fonds traditionnel peut être évalué une seule fois par jour. Vous transmettez votre ordre, mais le prix exact est calculé plus tard, généralement à la fin de la journée. Un fonds coté en bourse s'achète et se vend pendant les heures de marché, comme une action. Son prix évolue au cours de la journée. Il peut être légèrement supérieur ou inférieur à la valeur des actifs qu'il détient. Tous les fonds cotés ne suivent pas un indice, et tous les fonds indiciels ne sont pas cotés. Cette distinction paraît petite, mais elle évite beaucoup de confusion. Les frais représentent un autre point important. Si un fonds prélève 0,20% par an, cela correspond à environ 20 centimes pour chaque tranche de 100 € investis, avant les autres frais éventuels. La différence semble minuscule. Pourtant, sur plusieurs décennies, des frais plus élevés peuvent retirer une part importante du résultat. Il faut regarder les frais de gestion, les frais de transaction, la conversion de monnaie, les impôts et l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Une méthode courante consiste à investir une somme fixe à intervalles réguliers, par exemple 100 € chaque mois. Quand les prix sont élevés, cette somme achète moins de parts. Quand les prix baissent, elle en achète davantage. Cette méthode ne garantit pas un bénéfice et ne protège pas contre une baisse prolongée. Elle permet surtout d'éviter de chercher sans cesse le moment parfait et de réduire les décisions dictées par l'émotion. Les grands marchés d'actions ont connu une croissance importante sur de longues périodes. Mais une moyenne historique masque des années de forte hausse, des cracks et parfois de longues phases sans progrès. Le résultat futur peut être très différent. La monnaie utilisée, les frais et les impôts modifient également ce que l'investisseur conserve réellement. Pour beaucoup de débutants, un fonds largement diversifié est plus simple à comprendre et à suivre qu'une collection d'actions choisies une par une. Cela nous amène aux actions individuelles. Lorsque vous achetez une action, vous devenez propriétaire d'une petite partie d'une entreprise. Si l'entreprise augmente ses bénéfices et convainc les investisseurs de son avenir, le cours peut progresser. Certaines entreprises versent aussi une partie de leurs profits sous forme de dividendes. Mais si les ventes ralentissent, si la dette devient trop lourde, si un concurrent prend l'avantage ou si les attentes étaient exagérées, le cours peut chuter fortement. Une excellente entreprise n'est pas automatiquement un excellent investissement.
Si son action a été achetée à un prix excessif, le rendement peut rester décevant, même lorsque l'activité continue de progresser. Choisir des actions demande donc davantage de travail. Il faut étudier les revenus, les bénéfices, la dette, les flux de trésorerie, les marges, les perspectives du secteur, la direction de l'entreprise et le prix demandé par le marché. Il faut également accepter le risque propre à une seule société. Un fonds très diversifié peut absorber la disparition d'une petite position. Dans un portefeuille composé de 3 actions, l'échec d'une seule entreprise peut provoquer des dégâts considérables. Alors, un débutant doit-il éviter toutes les actions individuelles? Il n'existe pas de réponse identique pour tout le monde. Certaines personnes préfèrent commencer uniquement avec des fonds diversifiés. D'autres consacrent une petite partie de leur portefeuille à quelques entreprises pour apprendre, tout en acceptant la possibilité de perdre cet argent. L'erreur serait de confondre curiosité et certitude. Acheter une entreprise parce que son nom est connu, parce que son cours vient de monter ou parce qu'une personne sur Internet promet une hausse rapide ne remplace pas une analyse. Résumons le parcours. Avant d'investir, vérifiez votre budget, vos dettes coûteuses, votre réserve d'urgence et la stabilité de l'argent que vous pouvez réellement mettre de côté. Définissez ensuite votre objectif, votre horizon et la baisse que vous êtes capable de supporter sans abandonner votre plan. L'épargne disponible sert à la sécurité et aux projets proches. Les obligations peuvent apporter un revenu plus prévisible, avec des risques de crédit, de taux et d'inflation. Les fonds diversifiés permettent de répartir l'argent entre de nombreux titres. Les actions individuelles offrent une exposition directe à une entreprise, mais demandent davantage d'analyse et supportent un risque plus concentré. Le meilleur point de départ n'est pas le produit le plus spectaculaire. C'est celui que vous comprenez, qui correspond à votre situation et qui vous permet de rester cohérent dans le temps. Si cette explication vous a aidé à mieux comprendre les premières étapes de l'investissement, vous pouvez soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en vous abonnant. Nous continuerons à expliquer la finance simplement, un concept après l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.